Ok. Tu me verras, j'ai pas de batterie. Ouais, d'ailleurs, on voit pas Alors. grand-chose. Ouais, tu m'en vois pas grand chose. Depuis le début, t'es dans la bouche. Alors. C'est une paracha Ekev, un paracha qui arrive, qui est extrêmement, 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 rajoutez-en jusqu'à pendant 1 heure, extrêmement importante pour une clé de la vie que bien souvent on n'a pas du tout. Tadam. De quoi on parle? Ekev, vous savez que c'est un talon. Ekev, avec le Ain, d'accord? C'est un talon. Alors, on va essayer de voir c'est quoi un talon, c'est quoi Ekev, et on va comprendre que Dieu fait bien les choses. Vous savez que quand on parle de talon, ou quand on pense à talon, ou quand on entend talon, pour ceux qui ont été dans un collège ou un lycée Goy, ou tout simplement qui sont érudits, ça arrive aussi, voilà, on pense à Achille Talon. Au pire, au pire, au pire, il y a aussi l'histoire donc le talon d'Achille. Alors, il y a sûrement un film qui a dû sortir sur ça. 8, d'accord. Et donc. Avec Brad Pitt. Ah, je croyais 3 films. Ah, pardon. Avec Brad Pitt. Avec Brad Pitt. Qui? Avec Brad Pitt. Franchement, je connais pas. Non, mais je. Brad Pitt, beau gosse comme ça, tout gonflé là. Avec de l'huile sur le corps et tout. Ah ouais, ça doit être beau. Ça doit être style poulet, quoi. Style à la hache, quoi, le mec. Exactement. D'accord, ok. Donc, un Pargit, Brad Pargit. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce Brad. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas, j'ai pas vu le film, mais en tout cas, l'idée, c'est quoi? C'est. Je vais te rendre extraordinaire. Je vais te rendre au top. Je vais te rendre toujours dans la lumière, toujours dans les stars, comme tu dis, huilé, beau, blond, pas une mèche de travers, pas un éternuement, pas un petit crachat, pas une petite remontée après. Rien, rien, rien. Le mec, une statue, mais en plus elle bouge et elle parle, c'est extraordinaire. Je vais te rendre comme ça. Plus que ça, c'est comme ça que c'est la vie en fait. La vie, c'est Hollywood. C'est au lieu que tu aies 1 heure et demie de film, tu as 120 ans. C'est grande classe, quoi. Tout est grande classe. Tu es sur des patins. Quand tu. Oh, Chaim, Toda. Quand tu. Merci beaucoup. Quand tu. Tout est classe. Va, je vais te rendre. Oh, ça va, merci beaucoup. Je vais te rendre la vie classe, bien, fort, surpuissant. Et forcément, très vite, tu vas te dire. Attends, mais de qui j'ai besoin, moi? Sérieusement, de qui j'ai besoin? D'ailleurs, si je me trompe pas, le fameux Achille, il était moitié truc, moitié machin. Tu le prends par le talon, tu le trempes dans la potion, et sa seule faiblesse, c'est le talon. La Torah, elle t'explique tout l'inverse en fait. La Torah, d'abord, elle n'aime pas parler des faiblesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle te dit toujours, quand tu as une faiblesse, tu peux la transformer en une arme. Quand tu as quelque chose qui paraît être Shlili, et on a plein d'exemples avec David Ameller, Shlomo Ameller, qui disent mais à quoi ça sert une abeille, à quoi ça sert une araignée, à quoi ça sert des choses qui a priori paraissent complètement inutiles. Quand je montre à ces gens-là qu'en réalité une toile d'araignée, ça peut, quand tu rentres dans une grotte et que tu es poursuivi par des guerriers et que l'araignée en 2 secondes elle tisse une toile énorme, et forcément les gens regardent, ils disent bon, mais si la toile elle est intacte, il n'y a personne derrière, et toi tu as été sauvé. Tu vois comme quoi que cette araignée qui paraît répugnant. Non, même les pigeons. Je peux pas te la sortir tout de suite l'utilité là, franchement. Mais l'idée, c'est que dans chaque chose, il y a un besoin. Maintenant, on revient à notre talon. Là où la littérature te dit qu'en réalité tout est beau, tout est clair, t'es une bombe atomique. Bon, même si t'as un problème, t'as qu'à le protéger, t'as qu'à faire, mais c'est pas intéressant, c'est pas important cette histoire. La Torah, elle inverse les choses. Premièrement, il faut comprendre une chose. Le talon, il a comme qualité d'être assez insensible. C'est une partie du corps qui est insensible. Déjà, on peut dire merci à Dieu, parce que si jamais, à la place du talon, il y avait l'œil, on ne ferait pas 100 mètres. Ça ferait mal. Donc d'abord, il faut savoir que même une chose qui nous paraît être inutile ou avec des qualités qui paraissent être moindres, il faut savoir que c'est bien calculé, c'est parfaitement calculé, c'est peut-être à nous de voir en quoi... Alors là, je répète, là, déjà c'est simple. Pourquoi le talon est insensible? Et il ne doit pas forcément beaucoup réfléchir, et c'est une partie qu'on imagine comme quelqu'un qui a beaucoup de bitoul, beaucoup d'annulation. C'est normal parce que c'est lui qui fait aussi le premier pas.
Et tu sais, ta tête, par exemple, elle a pris beaucoup d'achlatot, beaucoup de bonnes décisions, mais quand il faut faire le premier pas, la tête toujours, attends, viens, je revois ce que je dois faire, attends, je revois ce que je dois dire. Je parle pas de ton cœur qui, une fois, voulait y aller, une fois, veut plus, et ainsi de suite. Je parle pas des mains qui tremblent. Le talon, il est dur, il est solide, il est insensible, c'est le premier que tu poses, c'est le premier que tu mets en avant. Donc tu vois bien qu'il y a, dans cette, a priori, ce qu'on aurait pu te faire, on aurait voulu te faire croire que cette chose-là, c'est un manque. Tu vois bien déjà que c'est pas un manque et que c'est a priori défaut d'insensibilité, de partie un peu basse, etc. C'est important. Comme on a expliqué tout à l'heure, non seulement elle est bas oui, mais elle est bas parce qu'elle elle soutient un corps. Le corps il peut être haut, mais la tête elle est en haut parce qu'il y a un truc qui est en bas. C'est où donc on voit bien une qualité intrinsèque dans le talon. Plus que ça, je l'ai dit, il est insensible. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le poids du corps dessus. Il y a tout le poids du corps dessus. Donc tu ne peux pas mettre un poids sur quelque chose de fragile. Tu ne peux pas mettre une grosse caisse sur du verre. Ça va exploser la table en verre. Donc, d'abord, Toda Lael, merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir fait les choses de façon parfaite, de manière à ce que la chose qui va m'aider à aller en avant, elle n'a pas forcément toutes les réflexions et toutes les choses qui pourraient lui faire peur, etc. Et qu'elle a les qualités a priori qui sont pas bonnes, mais qui sont bonnes pour son tafkid, pour son rôle. Ça, c'est première chose. Deuxièmement, c'est quoi un talon? On va élargir la chose. Le talon, c'est donc, a priori, une zone d'insensibilité. Alors d'abord, il faut comprendre une chose. Le talon d'un juif, c'est un talon qui est fait pour ce que je viens de dire. Ça veut dire, c'est un talon d'insensibilité qui est fait pour comprendre que le talon, il a la charge d'un travail, il a la charge d'un corps, il a la charge de plein de choses. Et donc cette insensibilité va l'aider à qu'il puisse marcher, à qu'il puisse évoluer, à qu'il puisse construire. L'insensibilité d'un juif, elle n'est pas pour écraser les autres. Sinon, elle devient un talon d'Achille, c'est-à-dire une faiblesse. Si ton talon, il est insensible et que tu peux écraser quelqu'un ou écraser des mitzvot ou ne pas se sentir ou profiter de cette sensibilité pour écraser, tu te transformes en Achille talon, ça veut dire que tu penses que tu es tout beau, tout fort, et à ce moment-là, forcément, Dieu est obligé de taper sur ton endroit de faiblesse. Or, si tu comprends que cette insensibilité ou peut-être ce manque-là, il est là pour t'aider, et pas pour écraser ou pas pour truc, là tu peux commencer à faire le travail. C'est quoi le travail? Très simple. Enfin très simple. C'est quoi le travail? Si je reviens au Brad Pitt du début, hélas, et encore plus nous, vous allez dire pourquoi il dit hélas. Je dis hélas parce que on est dans un monde où si t'es pas un winner, qui t'ébire là. Toute notre construction humaine, elle est faite sur la compétition. Elle est faite sur si j'existe, c'est parce qu'il y a quelqu'un que j'écrase, il y a quelqu'un que je gagne, il y a quelqu'un que je me mesure. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas bon, c'est pas intelligent, c'est pas fructueux, c'est pas tout ce que tu veux. Je prends un exemple très simple encore. Depuis tout petit, on te l'a dit ça. Tu t'en es pas rendu compte. Par exemple, il n'y a pas un film de Walt Disney. Walt Disney, ça mange pas de pain, ça va. Bon, il était antisémite, mais ça va. On s'en fout. Mais de toute façon, si on ne prend plus les antisémites dans notre vie, on va ni rien bouffer, ni rien machin. Il y a que des mecs qui nous détestent. Donc, mettons de côté son envie ou non, d'accord? Maintenant, Tarles, comme on dit chez nous, il n'y a rien de méchant. Barbie, Bambi, Boubi, Babo, c'est mignon. C'est super mignon. Qu'est-ce qu'il y a? La belle et le clochard, la belle et la grand-mère, c'est mignon tout ça, ça mange pas de pain. Je te dis oui, c'est vrai, a priori ça mange pas de pain, surtout que toi maintenant tu as 35 ans et que tu dis hop 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 hop, Aladdin et le génie, c'est vrai. Sauf que ce que t'as pas peut-être fait attention, c'est que, hein? Yasmine? Je te crois, je te jure, je te crois. Tahiti, pardon, je suis trompé, j'ai du mal dans les références. Je confonds deux, trois Mishnayot en général. Ça m'arrive sur un cours. Alors, Aladdin et Yasmine. Non, mais Il y a le Ah, bah d'accord. Ouais, je suis pas super long. Hein. C'est une braïta qui était mal ciblée. C'est ça la faiblesse du truc, c'est qu'il y a tout le temps une histoire de... Non, ça qui est une histoire de biche et de brebis, tu vas me dire, comme tout le monde, mais c'est la nature, monsieur le rabbin. D'accord, mais enfin, c'est la nature de faire d'aller aux toilettes. C'est pas pour ça que tu le fais dans le salon. Enfin, il y en avait qui le faisaient. Non.
La nature, c'est pas une réponse. Je sais que c'est la nature. Je sais que le lion aime la lionne et que j'ai remarqué que les brebis ils se reniflent. J'ai compris. Mais enfin, c'est pas parce que c'est la nature qu'il faut le faire devant tout le monde. L'homme est chané, je parle même pas de ça. Mais le côté, ne me chauffe pas sur ce sujet pendant l'été, s'il te plaît, attention, j'essaye d'être sympathique. Non, donc laisse côté ça, c'est pas ça le problème. Ce qui me dérange, c'est que dans tous ces films-là, tu as une existence par rapport à un méchant. C'est le bon et le méchant, le blanc et le noir, le Dark Vador et le Jedi. Il faut qu'il y ait un bras de fer. Pour que tu existes, il faut que tu aies un ennemi. Pour que tu existes, il faut que tu aies... Tu vois, il y a une espèce de mise en place comme ça de scénario, sans que tu te rendes compte, où il y a toujours besoin d'écraser quelqu'un ou d'être écrasé de quelqu'un d'autre. Forcément, en gros, tu grandis en te disant... Ça va, je vais faire la guerre, je vous préviens, m'approchez pas, je vais être béton armé. Tu dis à ton fils... Vas-y, lui parle pas, lui parle pas, lui parle pas, lui. C'est qui ton meilleur ami? Lâche-nous. Pourquoi meilleur ami? T'as besoin de qu'est-ce qu'il a? Il a fait quoi? C'est le meilleur plat. Alors quoi, tu bouffes que ça toute ta vie? Ben, tu vas voir ton état de santé. Cette idée de meilleur, ça veut dire, il y a une hiérarchie, il y a un ordre, il y a 10, il y a 9, il y a je préfère, il y a tout ça, c'est pas le problème. Mais quand tu rentres dans une idée de hiérarchie, tu vas, c'est sûr, arriver à dire, mais le talon, ça sert à rien. C'est bas, c'est moché par terre. Maquéché, on dit ok, alors on va rigoler. On va te mettre un talon un peu trop sensible. Tu vas voir comment tout ton corps avec ta tête et ton bras de Pete, comment il va trembler. C'est l'histoire du talon d'Achille. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce système-là? La Torah, elle vient nous mettre en garde et surtout, elle vient nous expliquer quelque chose. Tu dois, si tu veux te construire, si tu veux avancer, tu dois savoir que chaque chose, elle a une place, que cette place, elle est utile, et que dans cette place-là, il y a des qualités qu'il faut avoir et des défauts qu'il faut avoir. Et encore plus loin. Fermez les yeux. Non, je rigole parce qu'ils sont capables de le faire. Séance yoga. Et surtout, là, si à cette heure-là, on ferme les yeux, il y a une chance sur deux qu'il y en ait deux, trois qui les réouvrent pas, alors ça m'embêterait. L'idée, c'est comme ça. Je suis dans ma voiture, en Israël, parce qu'il n'y a qu'en Israël que c'est valable ce que je dis. Vous allez comprendre pourquoi très vite, pour ceux qui habitent là. Je suis en voiture. J'ai mon Waze, j'ai mon Waze, je prends la route et je me balade. Je suis détente, je sors de Tel Aviv, je vais en direction de Tibériade et tout d'un coup, au bout de quelques kilomètres, les mecs, grosse barre. 20 shekels, ils ont pas lâché pour éclairer la route. 20 shekels, purée, je commence à rouler dans les trucs et rien, pas de lumière, choum d'avar. Je suis là avec mes feux, vous connaissez que ça. En France, c'est rare. T'as même le périph', enfin, en France, tout est éclairé. C'est rare qu'il y ait prends une départementale de je ne sais pas d'où, mais Rovazman, les routes, elles sont toutes éclairées. Ici, non. Ici, les routes sont pas éclairées, et des fois, on t'éclaire. Comme ça, c'est. Évidemment, votre saint dévoué, Jérémie, je me suis dit, mais c'est Ekev, ça. C'est-à-dire quoi, c'est Ekev? T'es sur ta voiture, tu sors, t'es détente, t'es Brad Pitt, t'as la musique, t'as la coca, t'as le Waze, qu'est-ce qui peut t'arriver? T'es détente. Tu sors ta lumière et tu arrives sur le chemin de la vie, tout d'un coup il y a de l'ombre. C'est moins naïm, c'est moins agréable de conduire quand il y a de l'ombre. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux te dire, écoute, si cette route-là elle n'est pas très éclairée, c'est où qu'elle est assez droite, sinon on me l'aurait éclairée, ou sinon qu'on veut que je ralentisse, ou sinon qu'a priori avec le peu de feu que j'ai de lumière, c'est censé me suffire. Mais qu'est-ce que fait n'importe quel conducteur aguerri? Dès qu'il commence à rentrer dans ces zones d'obscurité, il s'énerve. Il se dit pourquoi je dois ralentir, et pourquoi je vois rien, et pourquoi je suis limité, et pourquoi, et là arrive la main gauche qui s'énerve et tac. Plein feu. Moi, on me ralentit pas. Moi, j'ai pas de zone d'ombre. Moi, il est hors de question que j'attende qu'on m'éclaire. Moi, je fonce. Et hop, je mets les pleins feux. Et je commence à conduire. Il y a plusieurs problèmes dans ce système, vous allez voir. Je mets mes pleins feux et je conduis. D'accord? Souvent, je commence à conduire beaucoup plus vite, forcément, puisque maintenant je vois, donc j'ai plus d'assurance. Sauf qu'a priori, si c'était pas prévu que j'ai des grands feux, c'était prévu que ça soit un peu obscur, c'était pour que je ralentisse et peut-être que je conduis d'une autre manière. On va voir pourquoi c'est important. J'arrive et tout d'un coup, hop, j'arrive à un endroit et là il y a de la lumière. Qu'est-ce que je fais? Ou j'éteins ou j'oublie que j'ai allumé mes lumières plein feu et je continue. Simplement la lumière que maintenant on me propose de l'extérieur, elle m'intéresse pas en réalité. Parce que moi ça y est, je suis déjà avec mes pleins feux à moi. J'ai pas compris pourquoi ici il y a une lumière. Alors maintenant je reviens en arrière.
Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans ma voiture, je conduis, je suis dans l'obscurité. Parce que pour l'instant, cette zone-là, elle s'appelle obscurité. Cette partie-là, c'est une partie ombragée. Cette partie-là, c'est une partie où je dois réfléchir, conduire, me conduire d'une autre manière. Tout d'un coup, j'arrive et on m'offre de la lumière sur l'autoroute. Qu'est-ce qui se passe? Je dois me poser une question. Ben, tu sais ce que tu te poses comme question? Tu sais pourquoi on t'éclaire ici? Parce que maintenant, il y a un choix. Il y a une route à droite, il y a une route à gauche, il y a un panneau indicateur. C'est pour ça qu'on t'allume. C'est pour ça qu'on te met de la lumière. Mais si moi je suis en mode, je veux de la lumière tout le temps, j'éclaire, etc., je vais pas voir la différence. Je vais pas me poser la question de me dire, attends, mais pourquoi ils allument tout d'un coup ici? Moi, ça fait 2 heures que je trace. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais je t'avais mis de la lumière. Tu t'en serais rendu compte de la lumière si tu avais accepté l'obscurité. Et tu te serais rendu compte que maintenant, qu'a priori, entre l'obscurité et la lumière, il y a un changement. C'est que dans la lumière, maintenant, le changement, tu vas le voir. Tu vas comprendre qu'il y a un choix. Je reviens à notre vie de tous les jours, ce que ça donne. Je refuse dans ma vie les zones d'obscurité. Je ne veux pas être dans l'ombre. Je refuse de ne pas voir. Je refuse de ne pas réussir. Je refuse d'être. Je refuse. Je veux pas d'ombre. Je veux pas de zone d'ombre dans ma vie. Ça m'intéresse pas. D'accord? Moi, je veux que de la lumière. Alors, je te dis, c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que bien souvent, quand dans ces zones, il n'y a pas de lumière, c'est justement pour pas que tu roules à 120. Pour pas que tu penses que tu puisses rouler à 120. Mais toi, une fois que tu as mis tes gros phares, qu'est-ce qui t'empêche? Tu as l'impression de maîtriser, donc tu fonces. Et surtout, je répète, non seulement tu fonces, et c'est pas sûr que tu dois foncer dans cette partie-là de ta vie, ou dans cette zone-là de ta vie, mais plus que ça, quand tu vas arriver à un moment où là, Dieu, il va te mettre une lumière, parce que là, il sait que tu as un choix à faire, tu peux ne même pas t'en rendre compte. Pourquoi? Parce que ça fait... Comment tu te rends compte que si j'éteins les lumières et que j'en allume une, tu la remarques? Pourquoi? Parce que la lumière se remarque par rapport à l'obscurité. Mais si j'ai forcé la lumière, et si j'en ai mis trop, ça s'appelle un flash, en réalité, ça aveugle. Là encore, qu'est-ce qui est le plus dérangeant quand tu es avec tes super phares? C'est que tu détruis les gens autour de toi. Il n'y a rien de pire quand tu conduis, qu'il y a le mec qui se met plein phare et qui pense qu'à sa tronche, et que toi tu es à côté ou tu arrives en face et qui t'explose la tête et qui te cache son truc à lui. Donc là, vous comprenez que on croit que Stam conduire c'est un détail, c'est pas un détail, c'est dans la vie qu'on fait ça, et le problème il vient qu'on n'accepte pas Ekev, qu'on n'accepte pas la partie noire, la partie insensible, la partie basse de notre vie. Or elle a un rôle, elle est importante. Encore un autre exemple, Chas v'Shalom. Quand un enfant, il décide, ou Dieu décide, ou ce que tu veux, mais en tout cas, quand un enfant, il sort trop vite de l'obscurité, du ventre de sa mère, c'est gay? Non, c'est pas simple. C'est pas simple, il y a toute une partie de sa construction physique, physiologique, ce que tu veux, qui est en danger. Pourquoi? Parce qu'il est sorti trop tôt. Fait sortir un enfant du ventre de sa mère, du noir du ventre de sa mère, à 6 mois, c'est pas facile de commencer la vie comme ça. Mais tu dis, là, mais lui c'est un bébé. Mais on est tous comme ça. On est tous, surtout dans une société qui nous parle que de winner, de flash, de paillettes, de lumière, de in, de top, de machin, ma pitome que je vais penser, réfléchir, accepter, regarder, ou croire que c'est utile, mes zones d'ombre, mes zones de faiblesse, ma pitome. Et la Torah, elle te dit, mais t'es fou. Parce que si tu ne fais pas ça, non seulement tu vas pas apprécier la lumière, non seulement tu vas tellement courir après la lumière que la vraie lumière, tu vas pas la voir. Au moment où Dieu, justement sur cette autoroute, tac, il sait que tu as travaillé assez l'obscurité, maintenant il va te donner un choix. Maintenant il va te donner un choix, ça veut dire une lumière. Maintenant il va te dire, tu peux tourner à droite ou à gauche. Comment tu vas le voir? Tu vas pas le voir parce que toi tu forçais toujours. Tu forçais toujours. D'où ça vient ce problème de forcer? C'est qu'on n'accepte pas d'avoir une insensibilité. En réalité, c'est pas qu'on n'accepte pas, c'est que cette insensibilité, cette ombre, on l'utilise pour des mauvaises choses. Résultat, on ne peut pas l'utiliser pour des bonnes choses. Exemple. Comment j'utilise mon insensibilité ou cette zone d'ombre? Tout simplement pour être le Dark Vador de quelqu'un. Pour être l'ennemi de quelqu'un. Je me sers de mon insensibilité pour tourner la tête quand il y a un mec qui va pas bien. Je me sers de mon insensibilité pour écraser un mec sur mon passage. Je me sers de... et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire cette force-là, puisque j'utilise dans le mal, elle ne peut pas me servir dans le bien. Or, en réalité, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas fait pour... Évidemment que tu l'utilises dans le mal, mais plus que ça, rappelez-vous l'histoire du talon d'Achille. Si tu utilises cette force dans le mal, c'est ça qui va te faire tomber. De la même manière qu'un jour tu as écrasé quelqu'un, quelqu'un viendra et t'écrasera. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as mis cette règle en place. C'est toi qui as utilisé ton insensibilité ou la capacité que tu as à écraser. Tu l'as utilisé une fois contre un ennemi qui était plus petit.
Dieu fera en sorte qu'il y ait un ennemi plus grand, pardon, et qui t'écrase. C'est tout. Ça veut dire que nous, ce qu'on doit faire, c'est ça. Il n'y a rien, ce qu'on appelle, il n'y a rien de shlili. À part Amalek, c'est un travail particulier, mais a priori, il n'y a rien de shlili, il n'y a rien de secondaire, d'inintéressant, de pas utile, de bas. Ça n'existe pas, cette chose-là. La Torah, elle te dit d'une fourmi, tu peux apprendre. D'un pigeon, tu peux apprendre. De tout, tu peux apprendre. Mais surtout, c'est pas que apprendre. C'est est-ce que, regardez, est-ce qu'on accepte dans notre vie les zones d'ombre? Est-ce qu'on aime aller là-bas? Est-ce qu'on aime travailler ces choses-là? Et la Torah, elle te dit, mais c'est là-bas que c'est intéressant. C'est là-bas qu'il y a un vrai travail. C'est dans tes défauts qu'il y a un travail. J'ai besoin de te faire un shiur de Torah d'1 heure pour te dire que s'il y a $1 million dans la pièce d'à côté, ce serait bien que tu ailles les chercher. Non, tu vas courir vers la lumière. Alors, il y a une question très simple, c'est sûr ça. Dans ce cours-là, il y a évidemment les notions de lumière et d'obscurité. Il y en a, ils appellent ça la lumière quand ils sont en boîte de nuit, malgré l'obscurité visible qu'il y a là-bas. Je ne parle pas l'obscurité aussi physique, mais je parle l'obscurité de ce qui se passe là-bas. Je ne parle pas du fait qu'on confond la définition de ce que c'est lumière et obscurité. Ça, je parle pas de ça. Ça, c'est pas intéressant. On va pas commencer à débattre de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Moi, je peux pas vous aider. Vous pouvez pas m'aider. C'est écrit et c'est à nous de comprendre. C'est pas moi qui ai décidé que c'était bien ou pas bien. C'est écrit, c'est comme ça. La Torah nous donne. Dieu, le créateur du monde, nous donne ce qui est possible, ce qui est pas possible. Le cochon, c'est très sympa, c'est rose. Il y a même des histoires qui défoncent des bateaux et des maisons. C'est super intéressant, mais toi, ça t'interdit. Point. Donc c'est-à-dire, la Torah nous donne les définitions. On va souvent, hélas, chercher nos définitions dans d'autres livres ou dans d'autres sites internet, mais la Torah, elle donne des définitions. Donc, je parle pas de ça. Je parle pas de quelqu'un qui appelle ça la lumière, d'être complètement taré et faire des choses qui sont... Je parle pas de ça. Mais une fois que tu as défini ce que c'est la lumière et tu as défini ce que c'est l'ombre, la question, elle est... Qu'est-ce que tu fais de ton ombre? Qu'est-ce que tu fais de la partie de ta vie qui s'appelle l'ombre? Eh bien, c'est très simple. Si chez toi, tu es capable de comprendre que le talon, par exemple, qui est une partie qui est basse, qui est une partie qui est insensible, etc., en réalité, heureusement qu'elle est comme ça, parce que sinon tu pourrais pas marcher, parce que sinon c'est pas la première partie de ton corps qui ira en avant, parce que sinon ta réflexion, elle te dira, hop, 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 je suis pas sûr. Ta parole, elle dira, attends, réfléchis bien à ce que tu vas dire, parce que là, c'est un coup de 1 million au 0. Donc tu aurais toujours, et le talon, il se dit, je m'en fous, moi je suis insensible, tac, je fais le premier pas. Donc, de la même manière que si tu es capable d'apprendre chez toi, d'accepter les zones d'ombre, tu es un enfant, accepte de passer 9 mois dans l'obscurité du ventre de ta mère, parce que c'est ça la construction. C'est à ce moment-là que tu te construis. Si tu veux partir trop tôt ou sortir trop tôt, tu vas arriver dans la lumière, tu ne seras pas apte. Elle va te faire mal, cette lumière. Même chose comme un Baal Tchouva, tu es dans l'ombre. T'es dans l'ombre, t'appelles ça l'obscurité. Ben bien sûr, j'ai du mal, je crois en Dieu, mais j'avance pas, ça s'appelle de l'obscurité. Besséder, mais profite de cette obscurité aussi pour prendre des forces. Profite pour cette obscurité pour être plus lent. Profite pour l'obscurité pour travailler ton humilité. Parce que quand t'es sur cette route justement qui est mal éclairée, ben tu fais pas le gadjo. Tu fais pas le gadjo, tu pousses pas la 5e. Parce que tu vois pas bien, sauf, hélas, comme je vous ai dit, si tu n'acceptes pas que l'obscurité c'est un travail, que tu mets tes pleins phares et que tu commences à te recroire sur une autoroute droite d'Allemagne. Tu n'acceptes pas cette chose-là, donc résultat, tu pousses et après tu vas comprendre pourquoi si tu fais le virage trop rapide, tu vas comprendre pourquoi on ne te l'avait pas éclairé. Et qu'est-ce que tu vas dire? Dieu m'a pas aimé, cette route elle est mal faite. Non, cette route elle était bien faite, mais toi t'as pas voulu accepter de jouer le jeu. T'as pas voulu accepter que si ce tronçon-là d'autoroute, il n'y a pas de lumière, c'est parce que tu dois te comporter avec un comportement de je suis dans une zone où il y a moins de lumière. Mais comment accepter cette chose-là quand on est dans un monde où si t'es pas dans la lumière, t'es rien? Si t'es pas le mec qui rentre et qu'on embrasse, t'es rien. Si tu parles, tu vas pas mettre un CV en disant alors, ben, je me suis fiancé 2 fois, ça n'a pas marché. Bon, j'ai eu un lapin, je l'ai tué, je l'ai mal nourri. Tu mets pas ça un CV, tu dis j'étais au top, mais 40 ans de ci, 20 ans de ça, mais monsieur, vous avez 15 ans. Ouais, mais j'ai compensé. D'accord? Tu mets que du... D'accord? 40, 5, 30 milliards d'étages, 20 milliards de... D'accord? Tu dis pas, oh purée, j'ai fait pipi sur moi le jour du bac. Je te raconte pas, je tremblais comme ça. Tu dis pas ça. Tu dis pas ça parce qu'on est dans un monde ridicule. Mais dans ta construction à toi et dans ton acceptation de l'autre, si tu dis pas ça, tu es un menteur.
Si tu dis pas ça, c'est que tu n'as pas pris le chemin de la vie. Si tu dis pas ça, alors tu vas comprendre pourquoi, quand tu es sorti de la roupa et de l'éclairage et de l'excitation, excusez-moi, c'est la chef. Ça s'appelle ma femme. Ok. Alors, Elitsour. Ah là là, je te jure. Parce que je fais aussi guide vacances. Si vous avez besoin de quelque chose, un restaurant, machin. Courcelles, je l'ai grave utilisé. Alors, Elitsour, Country. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. C'est les parties d'ombre dans le chiot. Alors, donc, si tu n'acceptes pas ça, que ce soit chez toi ou chez les autres, tu peux pas avancer. Parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. De la même manière qu'un enfant, je te répète, si tu le fais sortir au bout de 3 mois, c'est une catastrophe. C'est la même chose chez toi. De la même manière, c'est comme ça. De la même manière qu'une photo, une belle image, alors pas maintenant parce que tout est automatisé, digitalisé et qu'on n'a pas de vraies images, mais quelqu'un qui a fait de la photo, tu as une salle noire pour faire sortir les belles couleurs. Si tu prends ta super photo et tu sors la pellicule dans la super lumière, ta FS, ton voyage de l'Himalaya, il reste dans ta tête. Tu n'auras aucune photo, tu as pourri ton truc. Donc ça veut dire que si tu n'acceptes pas dans ta vie de travailler ces zones d'ombre, de travailler ces zones d'insensibilité dans ton caractère, d'accepter cette chose-là et de savoir qu'elle n'est pas schlilite, elle n'est pas dégueulasse, elle te sert pas à rien, c'est pas un truc qu'il faut cacher et vite mettre une grosse chaussure dessus, non, c'est quelque chose qui est utile, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, c'est quelque chose que Dieu a mis en place pour que tu sois meilleur. Et aussi pour que tu acceptes la lumière et que tu vois la lumière. Quand on dit ah, j'ai vu la lumière, tu l'as vu par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Là, si j'allume une toute petite lumière, tu vas la voir? Non, elle va peut-être passer complètement inaperçue. Donc c'est le rapport des deux qui est important. C'est le rapport entre ce que tu appelles obscurité et lumière. Donc vous voyez bien que on est très très loin de cette idée hollywoodienne de si t'es pas Brad Pitt, bah tu sers à rien. Si t'es pas le numéro 1, tu sers à rien. Si tu éternues, bah t'es malade. Non. Pourquoi c'est tellement important? Je vous dis, on n'est pas en train de faire un CV. Ok, dans ton CV, tu vas pas marquer que tu t'es fait virer, tu vas pas marquer que tu étais énervé, tu vas pas marquer que tu as tendance à pas aimer travailler en groupe. C'est-à-dire, tu vas pas mettre ça, c'est normal. Le problème, c'est que si toute ta vie, si tu crois que c'est un CV, là, ça va être buggé. D'abord parce que Dieu, il va te dire, si tu voulais que de la lumière, j'aurais dû te laisser là-haut. Parce que par principe, qu'une Neshama qui aime Dieu, elle tombe dans un monde où tu peux confondre Dieu avec une tablette, c'est en soi de l'obscurité. Donc si j'avais voulu, moi Dieu, te laisser que dans un système de lumière, tu serais resté là-haut. Tu n'aurais pas connu ni maman, ni mémé, ni boubou, ni le foot, ni le chocolat. Tu t'aurais laissé là-haut. À partir du moment où tu descends, c'est qu'il y a un système qui va s'appeler obscurité et lumière. Et les deux, tu dois les travailler. Et les deux, tu dois les accepter. Et les deux font partie de toi. Pourquoi je te répète, on ne veut pas ça? Parce qu'on est tordu par la vie. On est tordu par le fait qu'il faut gagner. Alors là encore, un joueur de foot, pour ceux qui ont fait du sport, un joueur de foot, qu'est-ce qu'on aime? On aime son maillot, on aime son numéro, on aime sa mèche, on aime sa femme, peut-être, ça dépend certains. Bon, on aime quoi? On aime quand il marque. Mais t'es assez bête. Il y a quelqu'un qui est assez bête. Et en fin de compte, c'est un peu tout le monde. Il y a quelqu'un qui est assez bête pour penser que le mec, s'il a un numéro 10 dans le dos et qui joue à Barcelone et qui met une tête ou une reprise de volée à 35 mètres, tu penses qu'il s'est réveillé le matin, on lui a dit monsieur, s'il vous plaît, on a besoin d'un mec là, on va vous expliquer les règles, tchic-tchac, allez-y, rentrez. Il est venu, il est rentré, bam. Alors il y a la chance du débutant, mais tu restes pas au Barça 10 ans si tu as que la chance du débutant. Ça veut dire quoi? Tu imagines bien que toutes ces strass, ces paillettes et tout, ça a commencé et ça est né dans quoi? Dans 300 mètres aller-retour sprint, et là comme un chameau. Ça a connu par 7h du matin, dehors, hop. Alors toi, on te montre pas ça. On te montre que ménène, axe. Oh non, sinon ça s'est fait tout seul le muscle. On te montre pas le mec qui était comme ça, 22, 29, 22, 28, 22, 25. Il te dit pas que quand toi tu le vois arriver et que t'as un peu, tu digères ta pizza, lui il a un entraînement de 3 mois derrière. On te dit pas ça.
Mais t'as bien compris que c'est dans cette obscurité-là qu'il est devenu le mec qu'il est devenu. Que la lumière que t'aimes, elle vient pas de la lumière en soi, elle vient de l'obscurité qu'il a travaillé. Le moment où il s'est mis par terre, où il a fait ses pompes, où il a couru, où il a répété 150 fois le tir, ou 150 fois il allait chercher la balle parce qu'il a pas tiré au milieu. Mais si toi t'acceptes pas ça, toi tu dis non, 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 vas-y, la reprise, de voler. Bon bah BCDR. Alors tu t'imagines le carnage que ça fait dans un couple? Imagine, voilà, t'enlèves la roupa, tu démontes, tu débranches les lumières, et quand le mec il arrive, il dit c'est elle? Oh là là. Quoi maintenant, faut aller faire les courses? Oh là là. Quoi, il faut que. Quoi? Attends, mais c'est quoi ce truc-là? Oh, c'est un rhume. Oh là là. Mais il est où ton maquillage? Ah ouais, bah tu vas pas être heureux. T'as intérêt à te marier avec toi-même. Parce qu'il y a que chez nous que nos zones d'ombre, on les adore. Non, je suis feignant, mais ça n'a rien à voir, c'est de la fatigue. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je suis pas feignant, c'est de la fatigue. Non, non, j'aime le sport, mais là, j'ai pas envie. Ouais, c'est ça. T'es une feignasse. Tu vois, mais sur soi, non. Les zones d'ombre sur soi, je t'abarque laboré, on s'adore. Mais donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que non, c'est pas que tu dois adorer, tu dois travailler tes zones d'ombre, tu dois travailler tes insensibilités. Et tu dois en faire ça une force. Pourquoi? Par exemple, la première force de travailler ces choses-là, c'est d'accepter que si moi je suis comme ça, alors bon, je dis, ça commence par toi, mais si moi je suis comme ça, l'autre il est comme ça. Ah, mais ça change la vie. Parce que par exemple, tu vas voir un mec qui est pas sensible sur un sujet. Je sais pas, par exemple, ça, je prends un truc bateau, mais par exemple, t'as un mec, tu lui parles d'Israël, de l'armée, le mec, tu sais, il est comme ça. Ah, ça le bouge pas, ni Israël, tu chantes la Tikva ou Charlie Chaplin, rien. Le mec, il bouge pas d'un centimètre, ça le touche pas du tout. L'osaz. Tu parles de l'armée, il dit ah ouais, c'est bien, intéressant. Oh ouais, c'est des bidasses. Mais non, c'est de ça, ça y est, machin. Mec, ça. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Première action. T'es un crétin. T'es vraiment un naze. Mais tu comprends rien. Mais. Oh! Attends, mais sa zone d'insensibilité, sa zone de faiblesse chez lui, elle est là. Il va la travailler, il va pas la travailler, c'est pas ton problème. Mais ça s'appelle sa zone d'insensibilité. Maintenant, réfléchis bien aussi. Dans la vie de tous les jours, c'est important qu'il y ait des gens qui ont une insensibilité différente de la tienne. Par exemple, quand toi tu es dans le bus et que tu es crevé, que tu t'endors, t'imagines que tu es content que ton insensibilité à la conduite à ce moment-là, le chauffeur l'est pas. T'imagines bien que tu préfères que le chauffeur, lui, il ait la sensibilité de son travail et l'insensibilité du bruit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est important. Quand un chirurgien il va t'opérer un genou, le mec, je préfère qu'il soit un peu insensible, moi, tu comprends? Parce que si le mec, je lui dis, assis-toi, je suis père de 40 enfants, si tu rates ton opération, je vais être ruiné, je vais truc, bah, le mec, il va faire comme ça, il va trembler comme une crêpe, et moi, c'est vrai que sa sensibilité à ce moment-là, elle va beaucoup m'aider. Non, le mec, il arrive, il te connaît pas, il s'en fout de ta vie, il est pas là pour ça, il voit le cas, il voit les photos, il se concentre, il tremble pas, et il a une insensibilité. Mais attends, mais t'as parlé au malade, t'as machin, tu t'en fous, là, il est venu pour t'opérer, tu le vois pas, t'es endormi, c'est pas ton problème. Donc tu vois bien qu'il y a plein de moments dans la vie, le problème c'est que dès qu'on parle de choses dont on a absolument besoin, ou de choses dont on croit qu'on a absolument droit, tout d'un coup, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas que le mec d'en face, il puisse pas parler avec nous. On n'accepte pas que ta femme, elle soit pas sensible à aller chez ta mère, machin. Accepte qu'il y a des zones d'insensibilité et des zones d'ombre. Accepte. Plus que ça, c'est pas simplement accepte, c'est que c'est là-bas qu'il faut travailler. Parce que justement, si tu travailles dans cette obscurité, au moment où Dieu, il va t'éclairer la route, il va te donner un choix, tu vas le voir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce Ekev là? Je répète. Personne n'a envie de rater. Surtout un penalty le jour de la finale. Le problème, c'est que celui qui rate pas, ce penalty-là, c'est celui qui était prêt à le rater. C'est celui qui l'a peut-être même déjà raté. C'est peut-être celui qui s'est cassé la gueule des centaines de fois. C'est quoi marcher? Ce que vous avez vu, j'espère que vous le verrez tous au moins une fois dans votre vie. Mais quand tu vois ton enfant commencer à marcher, tu te dis, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il fait? Il marche ou il se casse la tronche? Et quand moi je marche, ça se voit pas que je chute. Pourtant, c'est expliqué en physique, ou en je sais pas quoi. La marche, c'est une suite de chutes. En fait, tu fais chuter ton corps d'un côté, chuter ton corps de l'autre. Simplement, au bout d'un moment, tu maîtrises tellement le truc que ça se voit pas. Mais rappelle-toi du gosse, quand il commence à marcher,
Tu te demandes qu'est-ce qu'il fait, s'il joue ou s'il cherche vraiment à s'ouvrir la tête en deux. Pourquoi? Parce que c'est tellement disproportionné chez lui au début que tu as l'impression qu'à chaque mouvement, il va se retrouver sur la tête. Et chez toi, grande classe, Brad Pitt. Mais des fois, il faut se rappeler que tu as commencé aussi par des chutes qui étaient beaucoup plus grossières. Exemple, autre. Il y a très longtemps, il y a, je sais pas, 8 ans ou 9 ans, j'avais vu un reportage qui m'avait, mais j'avais adoré ce truc-là. C'était sur Michael Jordan, le joueur de basket. Là, vous avez cru que j'allais dire Baba Salé, hein. Non, non, j'ai des références. Bon, on peut le faire aussi chez Baba Salé, mais là, exceptionnellement, on va parler de Michael Jordan. C'est un reportage que j'avais adoré, pourquoi? Parce que, alors, bon, à l'époque, moi, Jordan, ok, tu étais capable de te réveiller à 3h30 du matin parce que tu savais qu'il allait te rendre chèvre. Tu savais, c'est-à-dire que tu perdais pas. C'était comme Tyson, sauf que Tyson, tu savais que tu te réveillais pour 20 secondes et c'était un peu chiant. C'est-à-dire, tu te réveillais à 3h du matin, mais tu savais que tu avais 1 minute et qu'il fallait pas aller aux toilettes. Ce qui risquait de te faire un KO et après, tu aurais été la ralenti. Bon, Jordan, tu savais que ça allait se faire un truc et tu savais qu'il allait te faire des trucs de fou. C'était pas shoot. Et donc, tous les reportages qu'on voyait sur Michael Jordan, c'était et je saute et je reste, and fly, and for fly does the fly. Ok. Et tu t'excites sur ça. Le seul reportage que j'ai retenu sur lui et qui m'a tué et qui, jusqu'à maintenant, je me rappelle, pourtant je suis pas amoureux de Jordan et je m'en fous du basket, mais l'idée, elle est très forte. C'est un reportage où tout d'un coup, on a donné la vraie dimension de pourquoi il est Michael Jordan. Et tout d'un coup, on a vu cet homme-là, Ekegoy, qui parle de respect de ses parents, qui parle de la mort de son père, qui parle de comment il a vécu cette chose-là, qui parle qu'un mec, il gagne 1 milliard, 3 milliards, bon, venons, on dit pas de chiffre, on va se faire mal au ventre, qui est dans un match qui est pas forcément super important, en tout cas qui est important, mais le mec il a 3 ou 4 titres derrière lui déjà de champion, et il a une fièvre de taureau de 41 degrés, mais il veut pas lâcher ces mecs. Il veut pas lâcher son groupe, il veut pas lâcher, il veut travailler. Tu dis ce mec-là, purée fils, franchement, moi j'ai un demi-rhume, je me prends 3 jours de vacances sur le compte du patron. Non mais ça se reconnaît parce que non, ça tend encore un peu dans le cou. Ce mec, et en plus moi j'ai besoin de Zay. Ce mec-là, il a tout prouvé. Il a 3, 4 déjà trucs gros comme ça que tout le monde rêve, des trophées. Il est dans un match qui est important, c'est vrai, mais qui est pas non plus sauf à Olam. En tout cas pour lui. Et le mec, il veut pas. Il veut pas lâcher. Il accepte qu'il a de l'ombre, il accepte qu'il a des moments où il est pas bien. Il se bat et il t'explique. Dans ce reportage, je te dis, j'étais pas le meilleur. Mais moi, mon rep, il me laissait sur le parking de la maison et on faisait des paniers. Avec tout ce qu'on avait, que ce soit un ballon de foot, un ballon de sbib. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où Michael Jordan il a accepté ces zones d'ombre, il a pu devenir Michael Jordan qu'on voit à la lumière. Et dans ce reportage, c'était tellement puissant. Salut. C'était tellement puissant la manière dont Bémet il expliquait ça. Et là encore, ça c'est une vraie star. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas ouais, alors à l'âge de 2 ans, je faisais un retourné acrobatique avec la tête de ma sœur. À l'âge de 8 ans, je suis rentré au Barça, mais bon, je l'ai trouvé un peu lent. Allez, va. À qui tu fais croire ça? À qui tu fais croire? Qu'est-ce que tu crois? Alors, comme disait mon père à l'époque, je suis désolé, jeune fille, c'est pas très classe, mais désolé pour tes oreilles. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé la boxe et je me retrouvais avec des mecs, j'ai toujours l'impression qu'on ne faisait pas la même catégorie. Tu vois, je me dis, mais c'est pas possible. Tu sais, je voyais le black qui arrive avec des. D'abord, il avait des muscles que je connaissais pas, donc c'est un peu chiant. Mais tu voyais le mec, je dis, mais tu sais, c'est sûr que c'est pour moi celui-là? Ah ouais? Oh, dis donc. J'étais tout le temps à se dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est cette galère et tout. Et mon père, il me disait toujours, chéri, enfin, il me disait pas chéri, mais il dit, ah, fils, quand tu vois le mec comme ça, il t'impressionne et tout, rappelle-toi, il va aussi aux toilettes. Et casse-lui la gueule. Alors bon, c'est mon père, mais voilà, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, purée, qu'est-ce que je suis en train de l'idéaliser, la X-Men, machin, bah, il a aussi mal au ventre, et il a aussi peur du noir, et ouh, détends-toi. Le problème, c'est que c'est pas pour ridiculiser, c'est pour grandir, ouais. Ouais, ouais. Alors c'est vrai, je te répète, quand t'es dans un entretien, quand t'es dans un chidour, tu vas pas dire j'ai une tendance à la mauvaise digestion et tout. Tu vas dire ah, je suis un mec frais, je suis un mec sympa, j'adore parler, j'adore discuter. D'accord, c'est normal. Il y a une part de, il y a une part il y a une part de montrer ce qui est important, de mettre en avant nos qualités, etc. C'est vrai. Mais si quelqu'un, et ça c'est très important, si vous voulez grandir dans tous les domaines,
et si vous voulez évoluer, et si vous voulez, vérifiez toujours quand quelqu'un vous donne des conseils, est-ce qu'il est capable aussi d'accepter ces zones d'ombre. Si le mec c'est Publicis, Malthus, Phallus, Troppers, Focus, First, retiens pas le nom, de toute façon il va s'écrouler. Il va se écrouler. Aussi grand qui te fait le I can live, I can fly, on va voir l'atterrissage. Parce que quelqu'un qui n'a pas fondé son corps sur une partie insensible, l'immeuble va s'écrouler. Si quelqu'un qui ne sait pas fonder sa réussite sur ses échecs, c'est quelqu'un qui va se casser la tronche. Chazve Shalom, c'est ce qu'on explique, c'est quand Dieu il te donne Hatzlacha, 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 c'est pour t'entendre bip 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 bip. Tu voulais tellement dire I am, je suis, alors vas-y, grimpe, et après, on va dégonfler le ballon, et quelqu'un qui se construit avec aussi la partie qu'il aime pas, aussi avec les défauts qu'il aime pas, aussi avec les échecs qu'il aime pas, ça c'est une construction qui tient. Et pour l'éducation, c'est la même chose. Si ton enfant, il sent que tu l'aimes uniquement quand il réussit, alors il va pas te dire quand il rate, il va pas te dire quand il a peur, il va pas te dire quand il sait pas, il va pas truc. Ton employé, quand il ne sait pas dire ça je sais pas faire, ou ça j'y arrive pas dans le temps que tu m'as donné, tu vas avoir que des mecs qui disent ça va, et après il va fermer, il dit oh purée, 3, 4, 22, alors 22, on écrit 22, on verra bien. Oui, parce que si tu n'as donné que comme porte de tu franchis ici, si tu es. C'est à Alors, bienvenue à Hollywood, sauf qu'un film ça dure 1h30. Alors, c'est vrai, je vous l'accorde, que si dans le James Bond, dans le film, tu payes, enfin maintenant on paye plus que tout sur Internet, mais imaginons que tu payes pour entrer dans une salle de cinéma, pour les puristes. Tu veux voir James Bond, c'est sûr que si tu as payé ta place, tu t'es assis, tu as des popcorn, tu es content, c'est le dernier James Bond, il y a des acteurs de fou, et sur les 1h30 ou 2 heures de casino, je ne sais pas quoi, on te met aussi 25 minutes quand il a son rendez-vous chez le médecin, 23 minutes quand il n'arrive pas à enlever le nœud de ses lacets, et 10 minutes quand il est aux toilettes parce que il est arrosé un peu trop la soirée d'avant avec la fille. Tu vas te dire, c'est quoi ce film bidon là? Oh, attends, Charlotte ou quoi? Ils vont me faire tout le... Ou quand le mec, il lui donne un gadget, il te met toute la construction. Quand le mec est avec la vis. Non, mais allez, monte dans la voiture, et là, fais-moi un truc, fais-moi un saut. C'est vrai, je vous l'accorde. Ok, je peux comprendre, on va pas payer 25 shekels pour voir l'enfance de James Bond, on s'en fout. Je suis d'accord. Mais la vie, c'est pas un film. Ou en tout. J'ai failli grogner, mais je me suis retenu, je dis, tu peux pas, t'es rabbin. I believe I can fly. Ah non, moi, Dieu, fais du bruit, je t'en prie. Oh là là, c'est bon. Excusez-moi, je suis occupé. Donc, le café, c'est noir, et pourtant c'est bon. Alors, donc, je répète, les vraies constructions, elles sont sur cette acceptation de la partie noire. Je dis pas, et je vais pas vous lourd, je vous l'ai déjà dit, mais Aekev, c'est Aïn Kav, Aïn l'œil. Et on sait très bien que l'œil, la partie qui voit, c'est la partie qui est noire. C'est pas la partie qui est verte, jaune, jolie, papa, ni la partie blanche. La partie à laquelle tu vois, c'est l'écran noir. Donc, là encore, c'est vrai aussi que si imagine 20 secondes que dans une pièce de théâtre ou dans un film, on ne te met pas des zones d'obscurité. C'est quoi des zones d'obscurité dans un film? C'est un cadre. Quand James Bond, il est comme ça, à 88 degrés avec un doigt sur une montagne, c'est sûr que si on t'enlève l'obscurité qu'il y a autour et qu'on te manque, qu'il a un demi-fil ici, 4 mecs qui lui accrochent les cheveux et que la montagne elle est au sol par terre, tu dis qu'est-ce que c'est que ce bidon là? Ah purée, moi j'étais en train de trembler, je me dis j'essaye, je vais à Tel Aviv sur la vie de ma mère, je me le fais là. Le coup du rocher, je le tente. Bon, au début au sol, mais je le fais. Ah, je te jure, je le fais. Mais c'est sûr, si on t'enlève la zone d'obscurité et qu'on te met vraiment la lumière partout, tu vas dire mais quelle raclée là. Et moi je suis en train de kiffer sur lui, le mec il est au sol comme un blé en train de faire... Et il est au sol. Quelle enflure, c'est horrible. D'accord, alors c'est normal, je comprends. Sur un théâtre, on est obligé de te mettre de l'ombre si tu vois les mecs qui passent les trucs et les autres qui disent petit le chameau. Ben, ça fait complètement ridicule, tu vois le mec. Je pense que le chameau, ça fait plus classe. Mais c'est-à-dire, là c'est des petits moments. Mais dans la vie, c'est pas un petit moment, c'est une longue vie. Donc dans la vie, j'espère que tu es conscient qu'il y a de l'obscurité.
qu'il y a de l'obscurité, qu'il y a des endroits d'obscurité, qu'il y a des endroits d'insensibilité, et que c'est peut-être là où il y a tout le kiff de la vie, où il y a tout le travail de la vie. Si tu l'acceptes pas, je répète, chez toi, tu vas devenir un petit tyran, tu vas devenir un mec sur la route, sur cette fameuse route qui n'est pas éclairée, et qui n'en a rien à foutre de tout, qui met ses pleins phares et qui dit « Je peux pas, moi. Moi, je suis James Bond, moi. Je ralentis pas, on me freine pas, et je m'en fous des autres. » Vous les connaissez, ces mecs sur la route? Ça énerve. Surtout quand tu arrives en face. Surtout quand tu rencontres un mec comme ça. Donc là encore, que ce soit un rave, que ce soit quelqu'un, quand vous sentez que la personne, c'est une couverture de livre, à mon avis, le livre, il est vide. Et quand, dans les discussions, à travers ce que tu lui dis, par exemple, le mec, il vient te voir et te dit, voilà, regarde, Arabe Jérémy, oui, bien sûr, regarde, tu vois, moi, avec ma femme, c'est pas évident. Si je lui dis, aïe, 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 Chaim Lachaim. Si je me dis, si je le regarde avec des yeux, tu sais, un peu tristes, et je te dis, je sais pas comment vous faites pour être aussi nul. Tu vas me dire, ah, quand même, mon enfant m'écoute pas. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Ton enfant t'écoute pas? Oh là, oh là. Ah, tu dors à la télé à la maison, c'est sûr. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'écouter, par politesse, ou sinon parce que tu m'as payé, donc tu dis, qui t'a payé, autant que je l'écoute. Comme ça, et après tu vas te barrer. Tu vas dire, attends, t'es gentil, Mr. Love, Mr. Style, c'est sympa, mais ça m'aide pas. Si la personne, elle n'est pas capable de comprendre la zone d'ombre qu'il y a chez moi, il peut pas m'en sortir. Il y a une histoire comme ça avec l'Admorazaken. Quelqu'un, il est venu le voir, et il lui a sorti le palmarès de toutes les avérotes possibles, imaginables, avec les femmes, les animaux et les petits chats. Voilà le dossier. Le mec, il arrive, il lui déballe. Et j'ai fait ça, et j'arrive pas à faire ça. Et l'Admorazaken, il y avait du monde. Hein. L'Admorazaken, il dit stop, je reçois plus personne. Jamais il fait ça. Je reçois plus personne. Tac. Il se met dans un coin, il attend. Au bout de quelques heures, il dit à son secrétaire, ramène tout le monde, et celui qui était dans mon bureau, ramène-le. Il lui parle, papa, et hop, la journée continue. Le secrétaire, à la fin de la journée, il dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Il dit, regarde, tu sais que un tzaddik, c'est quoi? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui n'est que dans le domaine de la lumière. Malgré tout, sa lumière, elle peut lui faire comprendre l'obscurité. C'est-à-dire que là où il se trouve, il n'y a plus que la lumière, mais comme c'est la source, alors il est capable de descendre et d'accepter les nuages, les anticyclones et tout ce que tu veux, ce qu'il y a derrière. Quand ce mec-là, il est venu avec une zone d'ombre tellement grande et qu'il n'arrivait pas à la comprendre en lui, il n'arrivait pas à voir cette chose-là, il a dit, je ne peux pas l'aider. Dès qu'il a trouvé la source, même si c'est dans la lumière, de son avéra à lui en bas, il a pu l'aider. Donc là encore, je répète, tu ne pourras aider quelqu'un, aimer ta femme, éduquer tes enfants, accepter ton travail, accepter de grandir, accepter de devenir Michael Jordan ou ce que tu veux, si tu es capable d'accepter qu'il y a des zones d'ombre, qu'il y a des zones d'obscurité, et que ça, c'est un travail. Et tu arrêteras d'être un acteur professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Très, très simple. Là encore, j'ai la chance d'avoir des élèves qui se sont mariés, des élèves qui sont mariés et qui ont des enfants, et ainsi de suite. Combien de fois ça m'arrive, une fois que le mec il est un peu marié, il revient me voir et il me dit mais toi t'étais là en plus, et Mazel Tov, et tu dansais avec moi, t'es vraiment lourd, hein, t'aurais pas pu me dire. Je lui dis non, je lui dis mais je vais te dire, je te l'ai dit des centaines de fois. Il dit non, quand tu m'as parlé du mariage, tu me dis c'est bien, c'est truc, c'est ça. Je dis oui, je t'ai dit la vérité. Non, mais je dis, mais alors où tu me l'as dit? Je l'ai dit quand t'étais Bachour et que je te disais, t'as vu que t'as écrasé le mec d'à côté? T'as vu que t'as claqué la porte alors qu'il voulait te parler? T'as vu que t'as fait au mec, t'as dit ouais je vais arriver et tu l'as pas fait? Cette zone d'ombre quand t'étais adolescent, t'as pas voulu la voir. Tu faisais le fanjo, tu mettais tes lumières et tu traçais. Aujourd'hui cette zone d'ombre elle se déplace dans ton couple. Je te l'avais parlé, mais à l'époque t'as pas voulu la voir. Aujourd'hui elle a un autre visage, c'est tout. Aujourd'hui, elle a travers cette femme qui tout d'un coup, et bon, Hachem, les femmes, c'est les stars pour ça, pour te montrer,
t'as pas un petit point noir là? Non, non, pas du tout. Non. Et là, c'est pas une tache? Mais non, pas du tout, pas du tout. Tu vois? On peut pas leur faire du cinéma, elle. Ça marche pas. C'est une caméra qui est branchée trop longtemps sur toi. Donc tu peux faire 1h30 le jour du chidour, le jour du mariage, mais après, elle te voit en pantoufles, elle te voit tout ce que tu veux, et là, boum, on enlève les caméras, elle reste branchée, et toi tu commences à dire, eh ben ouais, je suis nerveux, et alors? Ah ouais, bah ouais, mais d'accord. Bah donc, c'est sûr, quand t'as fait le mec souriant devant mes parents, moi je savais déjà que t'étais comme ça. Mais toi aussi tu le savais déjà. Parce que tu en avais mis deux, trois droites pendant ton service militaire. Tu t'es pas dit non, parce que. Alors, je te répète, si tu n'as pas accepté la zone d'ombre qu'il y a chez toi et tu dis c'était un manque de lumière, tu vas dire mais non, mais à l'armée, je me suis énervé parce qu'il y a que des cons. Pas parce que moi je suis nerveux, parce qu'il y a que des nazes. Non, mais dans ce travail, j'ai pas réussi, mais pas parce que moi j'ai pas fait quelque chose. J'ai pas réussi parce que. Ah, mais attends, mais lui il est truc, le machin, etc. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez quoi? Vous voyez que. Cette paracha de Ekev, n'oubliez pas qu'on est dans le Sefer Dvarim. C'est quoi le Sefer Dvarim? On l'a dit. C'est Moshe Rabbeinu qui s'adresse à son peuple en une très grande parole globale. En fait, de Dvarim jusqu'à la fin du Sefer, c'est Moshe qui débite. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, ce Midrash, je te jure, il m'a tellement choqué que j'ai dit, purée, ça m'a choqué parce que, tu sais, je suis en dehors de l'histoire, on parle de Moshe Rabbeinu, je peux faire le mec frais. Bon, en réalité, si ça m'a choqué, c'est aussi que ça existe chez moi, sûrement. Mais si, il y a un Midrash qui dit que quand il a commencé à faire le Sefer Dvarim, à parler, les mecs, ils lui ont dit, mais attends, je comprends pas, c'est pas toi qui bégayais? Et maintenant, ça fait 2 heures que tu nous parles. C'est horrible, tu comprends? T'imagines le choc? Un Misra qui dit, ah, Moshe, t'avais pas un problème de pic-pic-pic comme ça? Ah, parce que là, tu débites, hein, Dvarim, bah, va pas, va être Hanan, les keufs, tu t'arrêtes bientôt? Je dis, purée, comment ils ont osé, les mecs, c'est horrible. On va lui dire, quoi la cavode et tout ça. Et ah, mais purée, lui, il a retrouvé la parole, il nous gonfle, hein. C'est fou, hein. C'est fou. Pourquoi? Parce qu'en réalité, eux, comme ils n'avaient pas fait ce travail d'accepter les zones d'ombre, ils ne peuvent pas accepter la lumière. Je répète, sur cette route-là, c'est vrai que c'est pas agréable parce qu'elle est mal éclairée. Et quand tout d'un coup on te l'éclaire, tu dis ah, et tu regardes. Pourquoi on te l'éclaire à ce moment-là? Je répète, parce qu'à ce moment-là, tu as tourné à droite Tel Aviv, tourné à gauche, c'est-à-dire qu'il y a une information qui est importante. Pourquoi je vous dis que c'est important de vivre le côté obscur, de chercher, de travailler, de l'accepter? Parce que si tu ne sais pas faire ça, tu ne verras pas la lumière. Tu ne verras pas qu'à ce moment-là, Dieu il t'a mis un éclairage parce qu'il y avait un choix, ou il y avait quelque chose de bon à faire pour toi. Tu le verras même plus. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Quand 150 fois, tu t'es retrouvé dans des situations où, en réalité, si tu avais accepté l'obscurité, tu avais vu le côté chez toi qui n'était pas génial, tu avais essayé de le travailler, tu aurais compris comment Dieu, hop, il te met un Isaïon, ah, il te met une épreuve, ah, il te met un mec qui va te chauffer un peu sur ça, ah, il te machin. Si tu avais compris ça, tu avais dit, ah, voilà, là, j'ai une direction pour m'améliorer. D'accord? Mais si tu fais pas ça, eh ben, tu es obligé de te prendre un mur. Tu es obligé de te prendre un mur. Tu es obligé de te prendre le mur dans l'obscurité, opaque, et tu vas dire, oh, j'ai pas de chance. Non, c'est pas que t'as pas de chance, c'est que t'as pas travaillé l'obscurité. Je vais vous dire un truc très simple. C'est triste à dire, mais ça se voit. T'as des gens qui... Moshe Rabbeinu. Allez hop, on va pas se prendre la tête, on va prendre lui. Moshe Rabbeinu, il naît... Alors, il y en a qui disent c'est avec le charbon, machin, enfin, l'homme échané, en tout cas, il est... il bégaye. Moshe Rabbeinu, il bégaye. Non, et sans déconner. Je sais pas si t'imagines maintenant, alors je sais pas si Spielberg, il prépare un film et tout, mais je sais pas si t'imagines James Bond qui boite. Tu me dis, mais ramenez-moi cet acteur bidon, là, s'il vous plaît. T'as pas trouvé un mec sympathique à la Brad Pitt huilé, avec un petit bras qui fait une cuisse? Tu m'as trouvé ce mec-là, il a peur, il tremble, il se gratte un peu les trucs, il a des pellicules ici. C'est ça, James Bond. Moshe Rabbeinu, il bégaye. Attends, mais... c'est le guide du Ham Israël qui va aller chercher la parole de Dieu, il bégaye. C'est vraiment un film bidon, quoi. C'est qui le scénariste? C'est lui. C'est le bon Dieu, le scénariste. Alors là, tu dis, non, c'était bien, c'était pas mal. Non, c'est une bonne idée. C'est un beau concept de film. T'oses plus dire, mais tu te dis franchement, à quoi ça sert? Mais si Moshe Rabbeinu, il n'avait pas compris qu'en réalité, il va être le porte-parole de la parole, il fallait qu'il connaisse la zone d'obscurité de la parole. Parce que si dans mon travail, je connais que quand l'ordinateur marche bien, le jour où il y a un bug informatique, les enfants, à la plage!
On ne travaille plus. Et pourquoi? Je sais pas, il y a une fenêtre rouge Windows avec une croix blanche. Allez hop, on va au café aroma en bas. Fini la journée de boulot. Moi, je sais que quand j'appuie et que ça marche. Même chose avec mon fils. Oh là là, il fait bien du vélo, il se casse la gueule. Oh là là, allez hop, tu te barres de l'autre côté. Oh là là, oh là là. Ça nous fait rire. Parce que je prends des exemples marrants. Vous avez vu, je suis marrant. Ok. Ça nous fait rire, mais c'est triste. Parce que, hélas, on a ces réactions-là. On a cette profonde envie d'être... J'ai écouté une chanson la dernière fois. C'est Ratz El Aor, un truc comme ça. Enfin, je sais plus ce que c'était. Courir vers la lumière. J'ai dit, purée, le pauvre, le mec. Si toute sa vie, c'est courir vers la lumière, le pauvre. Le pauvre. C'est vrai que c'est ce qu'on cherche, c'est la lumière, c'est le dévoilement, c'est la Géoula, c'est tout ce que tu veux. Mais la Géoula, elle est venue après quoi? Par le travail de quoi? Par le travail de la galoute. C'est quoi la galoute? C'est l'obscurité. Ça va pas l'un sans l'autre. C'est une erreur, c'est un mensonge, c'est un vol. À partir du moment où tu n'acceptes pas qu'une personne elle a une partie d'elle-même qui veut pas faire la Torah, tu pourras pas le rendre un rave. Si tu comprends pas qu'il y a une partie d'elle-même qui est amoureuse de sa femme et une autre partie qui est amoureuse de la secrétaire, tu n'arriveras pas à l'aider. Si tu n'acceptes pas la zone d'ombre, tu peux pas faire grandir quelqu'un. Tu peux pas lui faire apprécier la lumière. Si tu peux pas comprendre que cette personne-là, elle a du mal à être en société, tu pourras pas l'aider à faire son premier discours. Tu dis mais non. Et nous, on cache, on fait du maquillage, on fait du virtuel. Alors comment ça va? Super, super. Et quand tu deviens religieux, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Super. T'as changé super en Baruch Hashem. Virtuel, religieux. De toute façon, il y a des applications religieuses. C'est pas ça le but. Le but, c'est de dire oui, il y a de la lumière, oui, il y a de l'obscurité, et dans l'obscurité aussi, ça sert. Je vous répète, Bémet, à chaque fois que vous commencez à avoir peur de cette idée de dire quoi, je vais mettre les mains dans la crasse, je vais mettre les mains dans ce qui est obscur, dis-toi 2 secondes. Pense à Ekev, talon, et dis-toi 20 secondes. Je vous l'ai dit, mais c'est tellement. C'est ça que j'aime. C'est que c'est tellement ridicule quand je vous le dis. Vous allez me dire, bah ouais, ça va. Réfléchissez quand ça, il y a cette zone d'obscurité qui arrive avec une personne, quand il y a cette zone d'obscurité qui arrive chez toi, quand tu es dans cette zone où tu te sens insensible, tu sais pas où aller, dis-toi 2 secondes. Regarde, Jérémie il a dit, bon c'est la Torah, hein, moi j'ai fait que répéter, Ekev, talon insensible, heureusement, parce que si c'était Ekev, un œil, si je marchais sur mes yeux, j'aurais pas fait 20 mètres. Rappelle-toi au moins ça, c'est simple à comprendre. Si ton talon d'ici, c'était ton œil, tu pourrais pas marcher, tu pourrais pas t'appuyer dessus. Donc si une épreuve elle arrive maintenant, c'est parce que tu vas pouvoir t'appuyer dessus. Si tu es intelligent et si tu sais te dire, regarde, on ne cherche pas à me faire tomber. Quand je me il m'éteint pas la route pour que je me prenne un mur. Et je suis pas dans une zone d'obscurité, c'est une construction, mais il faut que je l'accepte. Je répète, l'exemple de l'enfant, prends l'exemple de l'enfant si ça te touche plus. Chas v'shalom, un enfant, quand il n'accepte pas de passer 9 mois dans l'obscurité du ventre de sa mère, quand il sort trop tôt à la lumière. Et c'est une catastrophe. Un prématuré, c'est chiant, c'est dur, c'est dangereux, c'est difficile. On a peur pour chaque étape de sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il fallait accepter? De rester dans l'obscurité. Si Jordan, il n'avait pas, Michael, notre pote, si Michael Jordan, il n'avait pas accepté d'être dans l'obscurité, de ne pas être le meilleur de son club, de se faire pas accepté dans son club universitaire, je sais pas si tu imagines, maintenant le club universitaire qui dit « Nous avons refusé Michael Jordan !» Il va se faire quoi le mec? Ouh, crétin! Mais si ce club-là universitaire, il n'avait pas dit « Non monsieur, pas intéressant », ça aurait peut-être pas donné la rage à l'autre de trouver son manque et de travailler. Et c'est tellement une philosophie chez lui, je vous dis, ça m'a marqué, c'est un reportage que j'ai vu il y a plus de 9 ans, mais ça m'a marqué cette philosophie de dire c'est dans l'échec que je me suis plus construit. Et c'est un mec qui gagne des milliards, c'est un mec, je te répète, tu te rappelles de ce truc-là, parce que je t'ai vu faire comme ça. C'est, je te jure, ce moment-là, alors je vais pas, c'est l'idée qui est importante, c'est pas Michael, je ne vous demande pas d'aller chercher ça sur Internet tout à l'heure, c'est pas le problème, mais quand... Ce que tout le monde doit faire. Bon, allez le faire quand même. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que c'est hallucinant de voir un mec qui a déjà 3 titres de NBA, qui est une légende, qui a sa tête sur des chaussures,
qui trouve le moyen d'accepter de rester sur le terrain avec une fièvre de 42, il est complètement out, il sort du terrain, tu le vois, il est abattu, le mec il lui dit rentre dans les vestiaires, Nigmar. Il reste comme ça, il essaie de se concentrer, on lui dit ton équipe elle perd, ça va pas, les mecs ils se truc, il enlève sa serviette, il monte 15 minutes sur le carton, il rattrape tous les points, il distribue les machins, il rentre, ils le tiennent. Tu vois, il sort, il a une règle, il y a 2 mecs qui le tiennent. Tu dis, mais pourquoi il fait ça, ce mec-là? C'est pour l'argent? Il en a. C'est pour qu'on va l'applaudir? C'est Jordan, les mecs, ils ont collé leur nom sur son front. C'est parce que c'est lui que comme ça. C'est parce que c'est lui qui sait que quand il y a de l'obscurité, il y a une difficulté, il y a un défi. Il y a quelque chose où il va être meilleur. Et lui, qui est un gagnant, qui est quelqu'un qui est un gagnant, pourquoi? Comme j'ai dit, parce qu'il a fait le choix de savoir qu'il peut perdre. Donc quand tu te maries en disant « je me marie pour le meilleur », tu ne te rappelles pas la suite? Et pour le pire. Tu te rappelles pas le... Oh. Oui. Parce que c'est pas que tu veux le pire, on t'a pas dit « alors là, il a raison Jérémy, je veux me faire une petite journée 24 heures dans les mains de la mouise ». T'as pas dit ça. On te dit que quand il y a des zones d'ombre, tu dois pas en avoir peur, tu dois pas dire « non, non, oh là là, ouh, oh là. Non, c'est pas intéressant ça, vas-y vite, passons au moment où je suis sous la lumière ». Non, ce n'est pas vrai. C'est une déformation de la vie, c'est une déformation de la construction et c'est une déformation de ta réussite. De ta réussite. Donc, moi, ce qui m'avait impressionné dans cette paracha, c'est qu'en réalité, après, quand tu vois tous les sujets dont on parle là-bas, Moshe Rabbeinu nous rappelle plein d'erreurs dont on a fait. Vous savez, ces erreurs-là, d'où elles sont venues? Vaudor, Korach, c'est toutes ces fautes-là. Après, quand tu revois la paracha, tu peux retrouver toujours ce point commun. Je n'ai pas accepté d'être à un moment donné dans une zone d'ombre, dans une zone inconnue, dans une zone où je ne sais pas. Je n'ai pas accepté. Exemple, Moshe Rabbeinu se barre, il nous promet de la lumière. Pendant un quart d'heure, c'est de l'obscurité, il n'est pas là. Je n'accepte pas, je cours. Et je fais un vaudor au lieu d'avoir Moshe Rabbeinu. Tu vois pas la lumière que je suis allé chercher. Korach, je vais être un tzaddik, je vais donner Shmuel, je vais... Mais pour l'instant, je suis un peu à l'ombre des gens, je n'accepte pas d'être à l'ombre, je cours. Et je suis Korach qui est retenu pour être l'abruti de service. Donc tu vois bien qu'il y a une vraie problématique, un vrai enjeu, que si tu ne sais pas freiner sur la route, accepter que cette fois-ci il faut rouler dans une certaine obscurité avec des lumières qui ne sont pas géniales, parce que justement sur cette route-là c'est comme ça que ça marche, tu vas te rater. Tu vas te rater. Tu vas te rater et surtout tu vas rendre, excuse-moi, tes enfants ou ta femme ou des menteurs, ou des schizos, ou des gens qui constamment auront peur d'être eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure. En moi, j'ai une âme qui est obscure et une âme qui est de lumière. J'ai un corps qui est a priori obscur et une neshama qui est de lumière. Et la Torah du secret vient te dire, tu sais, c'est dans l'obscurité qu'il y a le plus de lumière. C'est dans le travail de mes zones d'ombre et d'insensibilité que je vais tordre le plus, ou que je vais transformer le plus. Je vous répète, la lumière tout seul, c'est là-haut. Olam Haemet. Pas de questions, pas d'angoisse, pas de truc. Ici, c'est un autre système. C'est tout. Comme ça marche. Donc, et je dois finir. Tout le principe de les 10 commandements qu'on a eu dans la paracha d'avant, c'était pour fixer le décor. Maintenant, quand tu joues les 10 commandements, ils ont été traduits avec la Torah. D'accord? 10 commandements, c'est le concentré, c'est Aleph, Anochi Hashem, ça commence par Aleph, et après, on va commencer à t'expliquer comment ça descend dans la vie de tous les jours avec Bereshit, Bara. Bereshit, c'est bête, c'est 2. Donc à partir du moment où tu comprends que pour pas Hollywood ou je ne sais pas quelle chose là-haut, quand tu veux descendre les choses, tu vas être dans un système binaire. Moi, j'essaye de vous remettre dans l'ambiance du travail. Doucement, doucement. Tu vas être dans un système de bêtes. Obscurité, lumière. Mais attention, transforme pas ce truc-là en Dark Vador Jedi. Transforme pas ce truc-là en disant l'obscurité c'est les méchants et la lumière c'est les gentils. Parce que si tu fais ça, tu n'iras pas, enfin à moins d'être complètement débile ou schizo ou vouloir se planter un peu sa dos, tu vas pas aller voir l'obscurité.
Si l'obscurité c'est Dark Vador, on lui serre pas la main, il s'arrache le bras. Je te parle pas là encore, je te parle pas quand t'as inversé et que toi Dark Vador tu le trouves plus sympathique que Jedi. Ça c'est un autre problème. Ça c'est une autre maladie, d'accord? Mais je te parle, non, c'est un autre problème qu'on arrive dans la vie où on confond les lumières et l'obscurité. Bon, ça c'est un autre problème. Mais je te parle si les définitions sont claires. La Torah c'est la lumière et le reste c'est un peu l'obscurité. On te dit, dans l'obscurité il y a aussi de la lumière. Si tu sépares ou tu n'acceptes pas l'un, c'est que tu n'acceptes pas l'autre. Si le tzaddik il n'accepte pas le rachat, il n'est pas tzaddik. Je te répète, si quelqu'un il te fait des cours de Shalom Bayit et quand tu arrives avec une difficulté, il te dit je te conseille la fenêtre. Enfin, pour elle, à la rigueur que elle, mais alors qu'est-ce qu'il va t'aider à la lumière? Non. Je vous parle pas dans l'éducation, l'espèce de frustration qu'on fait aux gens. Et quand je dis frustration, j'essaie d'être poli parce que je veux pas faire de la peine à personne. Mais cette espèce de frustration qu'on fait aux gens et qu'on s'auto-fait de pas accepter les zones d'ombre. On parlait avec quelqu'un ici, qu'un mec il est pas marié. Tu peux appeler ça une zone d'ombre. Mais si tu sais pas que cette zone d'ombre c'est aussi un travail, alors c'est aussi un travail. Si tu la transformes en zone d'ombre inutile et que tu commences à t'exciter, tu verras ni la lumière là, ni la lumière là-bas. Même chose quand tu n'as pas d'enfant, même chose de tout ce qui peut arriver qu'on appelle zone d'ombre. Dans une zone d'ombre, il y a un travail. Dans une zone d'ombre, c'est utile. Dans une zone d'ombre, tu vas apprécier plus la lumière. Juste après. Mais si tu n'acceptes pas ça, tu vis dans un délire de toujours au top, toujours 10 sur 10, toujours taper un pour me garder, tu crées des gens qui sont frustrés. C'est pour ça que dans la Torah, oi vavoy de dire excusez-moi, monsieur le rabbin, c'est ça la pâche? Mec, ça fait 1h30 qu'il est assis devant toi. Mais on n'ose pas, on fait comme ça. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Tu vas pas dire, monsieur, j'y comprends, cacahuète. Vous avez pas une marque des images, parce que c'est horrible, ça, c'est quoi ce livre dégueulasse là? Pas un truc plus sympathique? Tu vas pas le dire, ma pitom, je vais pas parler de mes zones d'ombre. Je vais pas aller voir. Eh ben c'est faux. C'est sûr, je vous répète, au début, au Shidour, tu dis pas j'ai une ampoule au bas du pied, je te la montrerai tout à l'heure. Bon, t'as pas dit de faire ça. Malgré tout, si tu fais trop le malin, après elle va les découvrir. Elle verra, et en plus elle va t'en découvrir celle que t'as jamais voulu voir. Donc il faut avoir la vérité, ça fait partie. La vérité, le mot émettre, il a 2 pieds. Justement parce que c'est vrai. Parce qu'il y a ça et il y a ça. Alors Bezrat Hashem, qu'on arrive chacun de nous à accepter, à comprendre nos zones d'ombre, à les travailler, à accepter que si on a une insensibilité sur un sujet, sur un comportement, ça doit nous aider à être meilleurs. Et je répète, ne pas utiliser ses forces de manière shli'i, de manière mauvaise. Je n'utilise pas le fait que je suis insensible pour écraser quelqu'un, je n'utilise pas le fait qu'il y a de l'ombre pour être le Dark Vador du mec d'à côté. Tout ça, c'est une catastrophe. J'utilise ces zones d'ombre pour me former, j'utilise mon insensibilité pour pouvoir mettre du poids sur la chose, pour pouvoir travailler, pour pouvoir assumer des choses. Bezrat Hashem, on fera des gens barils, et au niveau mental, et au niveau du corps, et c'est tout. Hier, j'ai parlé de ça, il y a 2 jours, j'ai parlé de ça avec tous les sportifs là-bas et tout. Et je leur ai dit, tu sais à partir de quand tu sais que le mec il est vraiment sportif? À partir du moment où son t-shirt, il a pas besoin d'être là pour qu'il te montre qu'il a un bras. Là, t'as compris que là, ça y est, il est sportif. Alors c'est dur à comprendre parce que dans ce monde-là, c'est pas du tout ce qu'on dit, tu comprends? T'es mannequin avant d'être sportif. C'est vraiment ça. À partir du moment où tu travailles vraiment les choses, t'as pas besoin de les montrer. Pourquoi? Parce que dans ce travail-là, il y a eu l'obscurité, il y a eu les moments où tu étais fatigué, etc. Donc t'as pas besoin maintenant de jouer le jeu, de dire regardez la photo, elle est parfaite. Parce que toi, tu sais que justement, il n'y a pas de perfection, il y a un travail, etc., etc. Et je te dis, dans le monde du sport, que ce soit pour l'histoire de Michael Jordan, je vous ai donné, ou les gens qui ont fait du sport en général, c'est très vrai. Ceux qui tiennent la route, dernier exemple, je finis là-dessus. Vous savez combien de gens sont venus me voir pour me dire, Jérémy, tu peux m'entraîner, on peut faire du Krav Maga ensemble?
On peut faire du penchak, on peut faire. Si je vous dis le nombre de gens qui sont restés, vous allez rigoler. Pourquoi? Parce qu'ok, au départ, pas de souci, c'est bien, c'est classe, montre-moi comment casser la tronche. Mais quand le mec, tu le fais tenir sur un doigt pendant 25 minutes, t'exciter, freiner, frapper, qui se prend des coups, il dit oh là là. Ouais, c'est bon, hein. On regardera aussi la télé, c'est plus simple. Voilà, je n'accepte pas ma zone d'ombre. Je n'accepte pas de travailler. Et pourtant, c'est ça la différence. Et c'est pour ça qu'il y en a un qui va toute la journée parler, essayer d'être sous la lumière absolument. Il y en a un, tu vas le remarquer sans qu'il parle. Comme ça c'est. Alors Bezrat Hashem, je vous dis, on a tous une zone d'ombre, tant mieux. On a tous un talon, tant mieux. Il faut juste le travailler, il faut juste l'accepter, il faut juste voir les forces. Et si on sait faire ça pour nous, on saura le faire pour l'autre d'en face. Donc c'est-à-dire on donnera la place à l'autre. Et donner la place à l'autre, je vous dis, c'est pas simplement donner la place à ce qu'on aime. Ça c'est normal, c'est bien, c'est important. Mais ton gosse, il saura que tu l'aimes le jour où il a fait tomber un verre de café. C'est là qu'il va vérifier si tu l'aimes. C'est à ce moment-là qu'il veut savoir si tu l'aimes. Pas quand il a dit, papa, 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10. C'est là où on va voir. Est-ce que c'était de la vraie lumière ou c'était juste un coup de flash? C'est très très important, je vous dis, même pour nous, même pour chacun de nous. Bezrat Hashem, bon travail, bonne journée surtout.